Ok. Oh, ce que c'est laid. Ce que c'est moche. La qualité, elle est catastrophique, les amis. Ok, ça me semble bien. Coucou! Long time no see! Vous m'avez tellement manqué! Comment vous allez? Franchement, vous m'avez trop manqué. Ça faisait tellement longtemps que je devais tourner cette vidéo. J'ai eu tellement de choses à faire entre temps. Mais avant de commencer à vous expliquer un peu ma vie, comment vous allez, vous? Quelles sont les news du moment? Qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce qu'il y a des diplômes que vous avez passés depuis? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances d'été? Est-ce que vous prévoyez de passer de bonnes vacances de Noël? Enfin bref, je suis curieuse, dites-moi tout. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, franchement, vous m'avez grave manqué les copains. Alors, moi en tout cas ça va. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis qu'on s'était vu la dernière fois. Entre temps, j'ai passé mon diplôme de CQP-ALS. Je suis diplômée animatrice loisirs sportives. Je peux enfin donner mes cours de danse de manière totalement legit. Là, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit décor un peu sympa parce qu'il y a des choses à dire, mais on est en décembre, clairement, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. C'est triste, je me suis mis un petit rouge à lèvres en mode on va essayer de mettre un petit peu de chaleur dans ce visage parce que là ça va pas du tout. Enfin bref, j'ai mes petites notes et tout, là on est en mode serious business. Non parce que ça fait un moment déjà que j'essaye de tourner cette vidéo. Ça fait un moment que j'essaye de récolter toutes les informations qu'il faut, que j'essaye d'être concise, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mon point fort d'être concise. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai des problèmes de TDAH, j'ai des problèmes de concentration. Et surtout j'aime pas quand c'est trop sérieux, moi je n'aime pas me prendre la tête. J'aime bien quand c'est chill, j'aime bien quand on peut discuter comme ça de manière, voilà, chill, un peu de copain à copain quoi. On est entre copines ici donc voilà. J'ai même pris, vous voyez, je me suis fait un petit cappuccino en mode chill. C'est bientôt Noël, en ce moment j'arrête pas d'écouter des musiques, des playlists de Noël, Feliz Navidad, Merry Christmas, allez, en veux-tu en voilà, vraiment insupportable. Anyway, on va quand même commencer la vidéo. C'est quand même le but, c'est que je puisse vous apporter quelques petites informations qui puissent vous aider potentiellement. Donc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo aujourd'hui, on va voir les étapes de comment ouvrir une boutique en ligne. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Shana, je suis illustratrice indépendante. Je me suis lancé le défi cette année de me déclarer en tant qu'artiste-auteur. Donc voilà, cette année, je commence officiellement depuis juillet mon activité en tant qu'artiste-auteur indépendante. Si je peux te partager quelques conseils qui pourraient t'éviter certaines erreurs comme moi j'ai pu faire, franchement, let's go. Ici, on est dans la bienveillance, voilà, tu poses tes questions en commentaire, n'hésite pas. Si je peux te répondre, tant mieux. Je tiens à préciser d'ailleurs que je n'ai pas la science infuse et que je n'ai pas tout savoir et toute connaissance. Je fais encore des erreurs. Je te conseillerais quand même de faire tes propres recherches et de regarder sur internet pour être sûr d'avoir toutes les informations à ta disposition pour pouvoir ouvrir ta boutique en ligne dans les bonnes circonstances. Introduction maintenant terminée. On va commencer avec la première étape qui est avoir un budget, avoir une vue d'ensemble sur ton projet. Je m'explique. Au début, peut-être que tu sais que tu as envie de vivre de ta passion, peut-être que tu sais que tu as envie de vendre tes produits, mais il va falloir que tu aies comme une vue d'ensemble. Si je peux te conseiller, c'est de regarder sur internet des business plans. Moi, j'ai été suivie par la BGE qui accompagne les jeunes auto-entrepreneurs et les jeunes créateurs à se lancer. Franchement, ils m'ont énormément aidé, que ce soit en termes d'administratif, de statut, de déclaration, de réglementation, mais ils m'ont surtout aidé à avoir une vue d'ensemble sur mon projet. Je savais que je voulais vivre de ma passion qui est de l'illustration, du dessin, de tout ça, mais je savais pas trop comment me lancer, quoi vendre, etc. Et avoir un business plan m'a vraiment aidé à pouvoir établir voilà, un projet, une vue d'ensemble, avoir une vue d'ensemble de mon projet. Quand je te dis avoir un budget, c'est plus dans l'optique de dire ok, t'as un projet, forcément ça va coûter de l'argent. Au début tu pars, t'as 0 €, donc faut que tu aies quand même de l'argent de côté pour pouvoir te lancer dans ton projet. Idéalement, si je peux te donner un conseil, c'est d'avoir une trésorerie à côté entièrement dédiée à ça, entièrement dédiée à ton projet. Regarde sur internet, tu as des trames prévisionnelles qui sont déjà toutes faites. Si je peux, je t'en mettrai en description, voilà, des liens ou des choses comme ça, je ne sais pas trop comment faire, mais pour que tu puisses avoir une trame prévisionnelle, pour que tu puisses voir un peu ton budget, dans quoi est-ce que ton argent va partir, des choses même que tu n'imaginais pas forcément. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je te conseillerais d'être suivi, pas forcément par la BGE, mais et même par des proches, pourquoi pas, qui ont déjà peut-être essayé de se lancer dans leur propre entreprise. Bref, dans tous les cas, je te conseillerais d'avoir une vue d'ensemble sur les dépenses que tu vas faire,
faire, sur ce que tu vas vendre, sur ce que tu vas te proposer, sur quoi tu te diriges, etc. Plus tu seras organisé, mieux ce sera pour toi. Je pense que je n'invente rien, c'est vraiment le basico-basique. Ensuite, je te conseillerais d'avoir une identité visuelle déjà établie, ou alors en cours de construction. Je m'explique. Ton identité... Oula, j'ai envie d'éternuer. Atchoum? Non? Pour lancer ta marque, pour lancer ton entreprise, pour lancer ta boutique en ligne, il faut que tu aies une identité visuelle établie. Il faut pas en gros que tu te lances et que tu ne saches pas à quoi va ressembler ton image, à quelle couleur tu vas utiliser, quelle forme tu vas utiliser. Par exemple, si demain tu es une entreprise de voitures, bah tu vas pas te lancer en mettant des petits chats et des petits rennes, je sais pas, des petites clochettes. Tu vas te lancer dans le domaine de la voiture. Donc forcément, ton image elle va être en lien avec les voitures. C'est une idée vraiment très simple que je te donne, mais par exemple, tu vois, viens là mon cœur. Par exemple, demain, voilà, tu te lances dans une association, tu crées une association pour recueillir des chatons, des grands chats, des chiens, des chats, etc., tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'elle a le feu aux fesses, celle-là? Bref, donc voilà, si tu te lances dans une association pour chiens, pour chats, etc., tu vas pas mettre une girafe en logo, tu comprends ce que je veux dire. Ton image, elle doit correspondre avec ce que tu vends. Tu dois faciliter la tâche au client un maximum. Le client, il doit savoir, en voyant ton logo, en voyant les couleurs que tu utilises, en voyant les images que tu véhicules, ton client doit savoir s'il s'adresse à la bonne personne ou pas. Par exemple, moi j'ai choisi des couleurs assez colorées, assez enfantine, j'ai choisi de l'orange, du vert, du jaune, parce que c'est ce que je veux véhiculer. Je veux véhiculer une image qui soit accessible, une image qui soit joyeuse, qui puisse me définir et qui puisse du coup m'apporter la clientèle que je recherche. Définir une identité visuelle, ce n'est pas juste une question de savoir quel logo tu utilises, quelle marque tu vas imaginer, il faut que le client puisse te reconnaître dès lors qu'il voit ton style et dès lors qu'il voit les couleurs, il faut qu'il puisse te reconnaître. Donc je te conseille quand même de regarder sur internet, de te renseigner des astuces pour pouvoir créer ton logo, pouvoir créer ton identité visuelle. Je te conseillerais de regarder sur internet la signification de la colorimétrie. La colorimétrie, c'est en gros l'image que tu véhicules à travers les couleurs que tu utilises. Par exemple, quand tu vois du rose, tu penses tout de suite à quelque chose d'assez féminin, d'assez doux automatiquement, sans tomber dans le cliché, mais tu m'as compris. Quand tu vois une couleur rouge, tu peux penser au sang, à la violence, ou tu peux penser à l'amour sensuel. Quand tu regardes du vert, tu peux penser à la nature. Tu vois, le vert, il est associé en général à la nature, à tout ça. Le noir, c'est associé à quelque chose d'élégant, mais ça peut aussi être associé au deuil, etc. Le blanc, pareil, ça peut symboliser la pureté, et ça reste une couleur assez neutre, assez minimaliste, assez épurée. Bref, t'as compris l'idée. Quand tu veux, par exemple, te lancer dans le ménage, dans l'entretien, etc., bah, tu vas peut-être te pencher vers des couleurs blanches, bleues, parce que le blanc, ça représente la pureté, la propreté. Le bleu, on peut voir une image de fraîcheur. Quand tu vas te tourner vers de la nourriture, donc vers McDonald's, etc. Tu vas peut-être te tourner vers du rouge, parce que le rouge c'est une couleur qui excite, c'est une couleur qui nous donne faim. Quand tu vas te tourner vers le côté médicamenteux, le côté pharmaceutique, etc., tu visualises du vert, parce que le vert ça symbolise, ça te fait penser à la santé, ça te fait penser à quelque chose de naturel, qui vient de la terre, quelque chose de vivant, quelque chose qui pousse et de sain. Donc voilà, t'as compris l'idée. En gros, il faut aussi que ton image, elle puisse attirer le client que tu vises. Admettons, tu souhaites te lancer du coup comme moi dans l'illustration. Si tu veux te lancer dans le domaine de l'enfant, peut-être utiliser des couleurs un peu plus chatoyantes, un peu plus attirantes, un peu plus vivante, qui soit assez enfantine. Donc souvent aux enfants on associe des couleurs comme de l'arc-en-ciel, du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Si jamais tu as envie de te lancer dans l'illustration mais auprès des jeunes filles, des adolescentes, tu vas peut-être plutôt partir sur des couleurs roses, violettes, quelque chose d'un peu plus délicat, un peu plus féminin. Même si on s'entend, je suis pas du tout en train de définir et dire que les couleurs sont seulement associées à certaines personnes ou à certaines catégories de genre, etc. hein. Mais plutôt d'essayer d'associer ça à quelque chose de doux, d'accès accessible. Si tu souhaites viser vers les garçons, peut-être plus viser vers du orange et du bleu, je pense que ça peut être des couleurs qui... des jeunes garçons, je parle, hein, ça peut être sympa. Je pense notamment aux nerfs. Les nerfs, là, les petits pistolets, machin, c'est bleu et orange, je crois. Enfin, tout ça, ça se réfléchit, ça se pense, et c'est pas choisi au hasard. Donc je te conseillerais de faire attention à ce niveau-là, justement, à quelle image tu souhaites véhiculer, pour savoir quelle clientèle tu veux attirer à toi. Si tu souhaites attirer des personnes qui ont un univers minimaliste, bien évidemment, ton logo, il va pas prendre toute la place dans ton image, dans ta bulle. Ton image va être minimaliste. L'écriture, la typographie que tu vas utiliser, elle va aussi être minimaliste, peut-être élégante, selon ce que tu souhaites véhiculer comme image.
images encore. Mais voilà, t'as compris l'idée. Je pense que niveau identité visuelle, t'as compris un petit peu. Elle se lie au public que tu cibles. Tout ce que tu fais, essaye de le penser en te disant quel public je vise et qui est-ce que j'ai envie d'attirer à moi. Moi du coup j'ai choisi quelque chose d'assez coloré parce que je veux attirer un peu tout type de public à moi. À l'époque j'avais un logo, j'avais une pépé qui était assez élégante, assez féminin, avec des fleurs, des petites étoiles, etc. C'était assez cute, mais du coup j'avais l'impression que ça ne m'attirait que un public féminin, et c'est vrai que dans mes statistiques Instagram j'avais plus de femmes que d'hommes. Je n'y vois aucun problème, franchement, mes copines. Mais du coup ça me limitait dans ce que je proposais à la vente, parce que moi j'avais des stickers heavy de Team Fortress, donc un jeu un peu plus garçon, hein. Je vendais des stickers de Wario, j'avais des images un peu plus dark, pas forcément des choses qui attirent le public féminin, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas qu'une question de clichés de genre, etc. C'est aussi une réalité. Moi ma mère elle va pas acheter un stickers de Wario, alors que je vends des stickers colombes, des stickers un peu plus féminins, et ce sont des stickers qu'elle achète parce qu'elle apprécie, parce qu'elle aime bien cette image, que ça la représente un peu plus. Pareil pour la forme de mon logo, je voulais quelque chose qui me représente, je voulais pas m'enfermer dans quelque chose de mignon, je voulais pas m'enfermer dans quelque chose qui est uniquement cute et enfantin, je voulais quand même que ça attire plus de personnes. C'est pour ça que je me suis pas enfermée dans le logo d'une grenouille, je voulais vraiment que ça attire le plus de personnes possible. Pour continuer, je te conseillerais, c'est de définir les produits que tu vends. Au début, je te conseillerais de faire plutôt la qualité à la quantité. Je m'explique. Au début, on a envie de proposer 10 000 projets, 10 000 illustrations, 10 000 stickers, on a envie de faire plein de choses, on a très vite fait de s'éparpiller, d'aller à droite à gauche. En tout cas, si t'es comme moi et que t'es pas très organisé, t'as sans doute envie d'aller à droite à gauche et de voir tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux vendre. Cependant, tout ce que tu fais n'est pas bon à vendre. Alors je te conseillerais vraiment de faire attention à ça. Petit conseil d'ailleurs, ne te réfère pas forcément à Instagram. Moi, on m'a vraiment conseillé de me référer aux likes, à Instagram, etc., aux échanges que j'ai pu avoir pour savoir quel produit pouvait être vendable ou non. Arrivé là, alerte spoil, c'est pas parce qu'on te dit que ton illustration est cute que pour autant elle va se vendre. Si tu fonctionnes comme moi, à mon avis, tu vas très vite être déçu. Moi, je me souviens que j'avais fait un stickers clochette. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fait. Mais... on m'avait dit vraiment que mon stickers clochette était très joli, que si j'en faisais à la vente, qu'ils allaient m'en prendre. Arrivé là, c'est pas quelque chose qui est énormément parti sur mon stand. Donc, je te conseillerais de te mettre à la place du client et savoir à sa place qu'est-ce que toi tu achèterais, qu'est-ce qui t'attirerait. De toute façon, pour tout, hein. Pour tout, je te conseillerais de te demander, voilà, est-ce que toi tu achèterais et est-ce que toi tu achèterais à ce prix-là. Oui, parce que définir les produits que tu vends, c'est aussi définir le prix que tu souhaites leur accorder. Pour ce faire, je te conseillerais de voir, t'as des conseils, t'as des gens qui conseillent vraiment bien sur internet. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait mes constats par rapport au temps que je mets dessus, par rapport au prix que mes concurrents mettent sur leurs produits et le coût de revient du produit. Par exemple, je vais faire un sticker. Là, je confonds totalement, donc je reprends. Par le coût de production, j'entends le coût du papier, de la plastifieuse, de la machine si vous en avez acheté une, etc. Et le résultat final de l'impression, de la plastification et du découpage, sauf si tu le fais faire chez un fournisseur, mais ça c'est autre chose et on va y venir. Donc ça, ce serait dans le cas du coût de revient et de le multiplier par 3 au moins à la fin pour que ce soit un minimum rentable pour toi. Le temps que tu as mis également, donc de calculer au SMIC combien de temps, si ça t'a mis 5 minutes, bon bah voilà, tu peux te permettre de mettre un bas prix dessus. Mais si ça t'a mis plusieurs jours, plusieurs heures, dans ce cas-là, bah, tu vas élever le prix en fonction du SMIC. Et enfin, de voir par rapport à la concurrence. Parce que oui, des fois, tu vas voir, ton sticker t'aura pris énormément de temps à faire. Mais quand tu constates le prix que ça reviendrait à la vente et que tu fais le comparatif avec tes amis et que ton collègue, bah, finalement, il te vend un sticker 3 € et que toi, il faudrait que tu le vendes 6 €. Voilà, on revient dans ce truc de est-ce que toi, à la place du client, tu mettrais 6 € dans un sticker, 7 € dans un sticker. Moi, je sais que ce n'était pas le cas. Donc, il a fallu aussi que je revoie mes prix sans pour autant te dévaloriser. Je pense qu'il faut que tu trouves un entre-deux entre vendre au bon prix et avoir une marge dessus et ne pas tomber dans l'excès pour éviter que les gens n'achètent pas. Parce que le but c'est de vendre, donc forcément si les gens n'achètent pas au final, est-ce que t'es vraiment rentable à vendre 2-3 stickers à 7 € ou de vendre 4-5 stickers à 5 €. Après chacun met le prix qu'il veut. Hein. Je suis pas du tout en train de te dire baisse tes prix, c'est trop cher, absolument pas. Je suis la première à avoir mis mes stickers à 6 € et quand j'ai fait le tour des conventions et que je me suis rendu compte que parfois t'avais des gens qui vendaient leurs stickers 2 €, 1 €, j'étais en mode mais comment mais comment vous faites? Donc j'ai fini par baisser 3-4 € mes stickers, je suis toujours rentable hein, et j'ai constaté que je faisais beaucoup plus de ventes qu'avant. Donc voilà,
pas beaucoup de produits, la qualité avant tout, et tu rajouteras au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu fourniras des produits, au fur et à mesure que tu feras des ventes, etc. Tu rajouteras au fur et à mesure. Si au début tu sais pas trop quoi vendre, essaie quand même de voir dans ton entourage, avec des amis peut-être qui pourraient être un peu plus sincères avec toi qu'avec des inconnus, essaye de voir avec eux qu'est-ce qu'ils seraient susceptibles d'acheter, pourquoi. Essaye peut-être de faire des sondages aussi sur Instagram ou sur Facebook ou d'autres choses comme ça. Essaye de voir un peu ce qui peut attirer et qui serait susceptible d'acheter. Vois aussi dans tes statistiques, voilà, qui te suit et de savoir qu'est-ce qu'ils sont susceptibles d'acheter. Si par exemple t'as des jeunes adolescents, les adolescents, et je sais qu'ils adorent les mêmes. Moi je vois mon frère, il adore les mêmes, donc tu peux toujours faire tu sais, un stickers avec le chien I'm fine, avec genre le feu derrière, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as une majorité d'adolescents qui te suivent, ou si tu veux que ce soit des adolescents qui te suivent, tu peux faire ce genre de mème. Adapte toujours à ton client. Attention, cependant, essaye de pas trop t'éparpiller. Toujours dans l'optique que tu as un type de client phare, tu peux produire plusieurs choses, hein, tu peux produire plusieurs produits, mais évite de trop t'éloigner de ton identité visuelle de base. Par exemple, moi je touche avec la petite chilienne des ados, je pense, des jeunes adultes. Alors j'essaye, tu vois, de produire des choses assez rigolotes, assez attractives, assez drôles et chatoyantes, avec des couleurs chatoyantes, avec des prix qui correspondent du coup à des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Donc toi je te conseillerais de faire pareil. C'est par exemple, tu vas pas faire une toile à l'acrylique qui représente l'allégorie de la vie et de la mort, entre le blanc et le noir, entre la lumière et les ténèbres, dans un milieu assez apocalyptique avec une représentation de la société et Macron et machin. Essaye de pas vendre ce genre de toile avec à côté le stickers I'm fine avec le feu derrière et le petit chien qui est là avec sa petite tasse de café en mode tout va bien. Tu vois, t'as compris. Essaye de pas être loin. Ton identité visuelle doit rester à peu près similaire. Moi, je vends des sacs en toile avec des peintures à l'acrylique, des oranges, des tableaux assez connus, etc. dessus. Bah, ce genre d'éléments, je vais plus peut-être les garder lors des marchés de Noël, lors des marchés d'été, plutôt que de les vendre en convention, par exemple. Parce que je sais qu'en convention, on recherchera peut-être plus l'univers manga, l'univers K-pop, etc. Après, je peux toujours en vendre 2-3 pour justement les parents qui accompagnent les enfants, mais je sais d'ores et déjà que ce ne sont pas les produits qui vont plus se vendre. Voilà, essaie d'être cohérent du coup dans ce que tu vends, de définir à l'avance ce que tu vas vendre pour pouvoir mieux après, encore une fois, visualiser ton plan et les futurs produits qui sera sur ta boutique. Pour éviter aussi de ne pas trop t'éparpiller et de pouvoir sauvegarder un maximum ton temps et ton énergie, parce que t'en auras besoin. Là on vient à un point qui m'ennuie énormément, c'est tout ce qui est administratif. Donc dans l'administratif je compte vraiment large, il faut que tu puisses être carré et au point là-dessus, tu ne peux pas te lancer au black dans l'univers de l'illustration. Moi par exemple je suis déclarée en tant qu'artiste auteur. Mon statut je l'ai établi avec mon conseiller BGE, je l'ai pas sorti de ma poche. Niveau statut je te conseillerais plutôt de voir des vidéos qui sont vraiment calées là-dessus. Moi je suis pas du tout calée là-dessus. Essaye de voir un peu, peut-être même avec un conseiller ou avec des proches ou sur internet avec des professionnels, voir un peu ce qu'on te conseillerait selon ce que tu proposes en vente, selon ce que tu proposes comme produit, comme service, etc. Donc oui, si je te parle de déclaration, c'est aussi parce que pour avoir une boutique en ligne, il faut que tu sois déclaré. Moi j'ai ouvert ma boutique en ligne il n'y a pas longtemps, Etsy, et même si je n'y ai encore rien posté, il a quand même fallu que je rentre mon numéro de siret, et pour ce faire, il a fallu que je fasse ma déclaration INPI. Attention, trigger warning pour les personnes qui sont sensibles. Des oreilles, de rien. Je suis navrée, j'ai un éternué. Terrible. On dirait que j'ai pleuré, mais pas du tout, j'ai éternué. Donc bref, oui, du coup, la déclaration INPI, c'est des choses à prendre en compte. Pareil, ton budget prévoit aussi ça. Moi, je sais qu'il a fallu que je paye au tout début de ma déclaration. Et ça, c'est un certain prix, ça ne ment pas, il faut quand même que tu le prévois en amont. Pareil, la CFE, la taxe d'habitation, il va falloir que tu la prévois en amont. Si tu souhaites payer ta marque pour être protégé un maximum et pour pouvoir déposer ta marque et être sûr qu'on ne te vole pas tes produits, pareil, il va falloir que tu le prévois dans ton budget. Tout ça, c'est une question administrative que tu te poses en amont. Moi là-dessus, j'ai vraiment été bien suivie par la BGE. Je te conseillerais vraiment d'être suivie également par des professionnels parce que très clairement, moi j'étais totalement perdue, j'étais totalement paumée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment me déclarer, je ne savais pas vers qui me tourner. Tout ce qui était administratif, je ne savais pas trop comment faire, quoi faire. Sauf que tout ça c'est nécessaire, il faut vraiment que tu fasses attention, surtout qu'on vit dans un pays où dès lors qu'il faut venir te taper sur les doigts et te réclamer de l'argent, on sait le faire. Voilà, je pense qu'on a tous déjà eu des gens dans notre entourage qui se sont lancés à leur compte, qu'on a entendu dire galérer avec l'URSSAF, etc. Et on ne veut pas que ça nous arrive.
Pareil, il faut que tu te prévois un compte bancaire professionnel parce que tu ne peux pas mélanger ton compte personnel et ton compte professionnel, ce n'est pas possible. À la fin, quand tu vas devoir faire ta déclaration, il va falloir que tu puisses faire un relevé bancaire et que du coup tu puisses te baser sur ce qui est rentré dans ton compte professionnel et ce qui en est sorti. Et pareil, c'est même mieux d'ailleurs pour toi en termes d'organisation. Tu verras que tu te rendras compte un peu plus facilement de si tu dépenses trop comparé à ce que tu gagnes ou si tu es bon en termes de dépenses et de rentrée d'argent. Donc voilà, tout ce qui est administratif, tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut vraiment que tu sois vraiment carré là-dessus. N'hésite pas à te renseigner un maximum sur internet. Méfiance de ChatGPT. Je sais que j'avais demandé à l'époque à Chat quelques questions en termes de statut, sauf qu'il m'avait tout mélangé. Il m'avait mélangé statut et quoi d'autre? Il m'avait tout mélangé. Et pendant très longtemps, du coup, moi, je pensais que j'étais une micro-entreprise, alors qu'arrivée là, je suis en EI, en entreprise individuelle. Pareil, je pensais que du coup, je pouvais me déclarer au trimestre, donc déclarer tous les trimestres ce que j'avais gagné. Arrivé là, en tant qu'artiste-auteur, tu es déclaré à l'année. Donc, tous les débuts d'année, tu fais un compte-rendu de ce que tu as gagné, et ça, c'est spécifique au statut d'artiste-auteur, donc je pouvais pas le savoir autrement. Et ChatGPT a ses limites, mais comme pour tout. Donc, faites bien vos recherches, et encore une fois, si vous en avez la possibilité, soyez accompagné par des professionnels qui savent et dont c'est leur métier de pouvoir vous orienter au mieux en termes d'administratif et même plus encore. Donc voilà, vu que moi tout ce qui est administratif etc c'est pas vraiment mon domaine et c'est pas ma spécialité, on va vite passer sur le point suivant qui est l'organisation. Quand je parle d'organisation, ça comprend absolument tout. Tout d'abord, il faut que vous sachiez si pour vos ventes de produits, vous allez plus vous tourner vers un fournisseur ou si vous allez faire tout ça chez vous. Je reprends l'exemple qui me concerne, c'est-à-dire illustratrice indépendante. Je fais toutes les impressions chez moi. J'ai une machine pour mes stickers, c'est la Silhouette Portrait 3 qu'on m'avait offert d'ailleurs pour mon anniversaire. J'ai une imprimante Inkjet, une Epson, et en termes d'économie d'encre, c'est sincèrement la meilleure. Autrefois j'avais une Canon, les rendus d'impression n'étaient pas top, même avec un bon papier, alors que là j'ai un bon papier et j'ai une bonne imprimante, donc le résultat est tout à fait correct et il n'a rien à envier à des fournisseurs. L'avantage de pouvoir imprimer chez soi, c'est que tu contrôles le nombre d'impressions que tu produis et du coup que tu contrôles également la sortie d'argent que tu produis avec ces impressions, alors qu'un fournisseur, t'as les délais d'attente de livraison, tu sais pas forcément si quand tu vas recevoir les résultats ils seront absolument de bonne qualité ou pas. T'es obligé de commander un minimum et quand on débute, mettre 100 €, 200 € d'impression sur des feuilles A4 pour un design seulement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Donc pour commencer, je te conseillerais de faire ça chez soi avec du bon matériel, ça peut très bien se faire. Et si t'as pas forcément le bon matériel chez toi, dans ce cas-là, tu peux voir sinon les imprimeurs pas loin de chez toi. J'avais vu une vidéo à l'époque de Ectomorph qui en parlait très très bien. Essaie de voir un petit peu ce qui peut se faire quand tu vois par exemple des flyers pour la promotion de ton village. N'hésite pas à voir, à te renseigner qui est-ce qui a fait le flyers, l'impression de flyers. Avec un peu de chance, en plus si tu trouves un imprimeur pas loin de chez toi, tu peux constater toi-même physiquement la qualité du papier, le grain de papier, l'épaisseur du papier, essayer de voir s'il serait bien pour l'impression A4 de ton illustration, quel papier peut correspondre aussi à peut-être une impression de carte de visite, de produits dérivés, de marque-page si t'en fais, etc. En termes d'organisation aussi, je parle du stockage d'emballage. Oui, parce que c'est pas juste ta vente d'illustrations, de stickers, etc. que tu vas faire et que tu vas proposer, mais c'est aussi tout le packaging qu'il y a derrière. Est-ce que tu vas en faire des envois dans des cartons? Si oui, où est-ce que tu vas te fournir pour les cartons? Est-ce que tu vas sceller l'envoi de cartons ou d'enveloppes A4, A5, A6 avec un sticker, avec écrit merci pour votre commande? Est-ce que tu vas l'emballer avec un papier autocollant avec toutes tes informations dessus? Est-ce que tu as besoin de papier bulle pour protéger tes illustrations, tes goodies? Est-ce que tu as besoin de papier de protection, de papier de soie peut-être pour emballer tes produits? Moi j'essaye vraiment d'être dans une démarche écologique. Je me dis forcément que je pollue avec ce que je propose, avec les produits que je mets en vente, mais si je peux limiter les dégâts un maximum et envoyer mes produits dans du papier soit je le fais. Si c'est mieux pour la planète, dans ce cas-là je le fais. Donc voilà, tout ça, ça rentre aussi dans l'identité visuelle. Là c'est que mon avis, mais si dans ton identité visuelle tu as des images très fleuries, très nature, très plantes, etc. et qu'à côté de ça t'envoies ton colis avec une enveloppe papier bulle, je vois pas trop bien le lien. Tout ça pour moi ce n'est pas forcément nécessaire. Si jamais un colis doit être plié, il sera plié avec ou sans papier bulle. Donc quitte à faire ça, autant envoyer pour moi sans plastique. Et comme c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je ne peux que vous sensibiliser là-dessus. Sinon en termes d'organisation, je vais sortir une vidéo bientôt pour vraiment vous donner des conseils, savoir comment vous organiser, etc. Donc après, tout ce qui sera organisation à la semaine, au mois, à l'année, on en parlera, ne vous en faites pas. En tant que TDAH et personne qui a
énormément de mal avec l'organisation. Je me dois évidemment d'être organisée pour pouvoir survivre et faire vivre mon activité. Alors si je peux vous partager 2-3 petits conseils, ce sera avec plaisir que je le ferai. Ensuite, on parlera de la préparation de la publicité, donc de son image, etc. Vraiment tout ce qui concerne la communication. Pour commencer à faire sa propre publicité, je vous conseillerais de vous demander quels réseaux sociaux vous souhaitez utiliser. Encore une fois, est-ce que vous souhaitez vendre des produits qui sont assez enfantins? Est-ce que vous souhaitez vendre des produits qui sont dirigés vers les adolescents, les jeunes adultes? Est-ce que vous souhaitez vendre vos produits à des adultes qui sont pleinement autonomes, qui travaillent et qui n'auraient aucun problème financier à mettre, je ne sais pas moi, plus de 30 € dans les produits que vous achetez? Bref, votre communication doit être ciblée en fonction du public que vous ciblez. Si votre objectif c'est de vendre des stickers avec le chien I'm fine avec le feu derrière, et si votre objectif c'est de vendre ce type de stickers avec que des mèmes et que des trucs plus ou moins rigolos, je vous conseillerais de vous tourner vers TikTok parce que c'est un réseau social qui cible un peu plus les adolescents, jeunes adultes. Si votre objectif c'est, je sais pas, de sortir un livre tourné vers les jeunes femmes qui rêvent de romance et de fantasy, je vous conseillerais peut-être de vous tourner vers Instagram qui recense un peu plus de jeunes adultes. Ça va de 18 à 26 ans, je crois que j'avais vu selon les statistiques. De plus, c'est le deuxième réseau social le plus utilisé au monde si je ne m'abuse. Juste avant il y a Facebook, donc ça reste quand même un réseau social où vous êtes quasiment sûr d'avoir pas mal de visibilité. Bien sûr aujourd'hui avec l'algorithme vous devez quand même essayer de surfer sur les trends, d'essayer de vous démarquer. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'être visible aujourd'hui mais continuez de produire, on ne sait jamais, des fois juste une vidéo, un rien peut vous faire gagner en visibilité, peut vous propulser vers le top 5 des vues. On comprend pas forcément comment ça fonctionne l'algorithme, alors mon seul conseil ce serait pour vous de publier un maximum et de temps en temps sans pour autant vous forcer, c'est de faire les trends qui vous intéressent et qui vous font vibrer. Moi je sais que sur les 2-3 trends que j'ai trouvé sympa et que j'ai essayé, j'ai beaucoup plus de vues et de visibilité que sur les 2-3 vidéos qui n'ont pas spécialement d'intérêt pour le client et pour la personne qui voit derrière. Si votre but c'est de vendre, je sais pas moi, des broderies, des produits muraux ou ce genre de choses qui pourraient peut-être attirer un public un peu plus âgé, dans ce cas là je vous conseillerais peut-être de vous rendre sur Facebook. Facebook c'est entre je crois 25-26 et 70 ans, 72 ans, 70 ans et plus. C'est quand même incroyable, ça veut dire que une grande majorité de la population âgée est sur Facebook. Mais je pense que vous-même vous le voyez avec vos grands-parents, vous leur dites est-ce que tu as TikTok, est-ce que tu as Instagram, est-ce que tu as Discord, est-ce que tu as tout ça, Twitch. Je pense que la majorité quand même répond non. Par contre tu leur demandes est-ce que tu as Facebook, est-ce que tu as WhatsApp, la grande majorité répondra oui. Donc là c'est dans cette optique là de dire voilà tu accordes ton public visé avec le réseau social qui va avec. LinkedIn c'est majoritairement pour un public professionnel et si tu souhaites te tourner du coup vers des contrats entre professionnels et non entre particuliers, ce sera peut-être effectivement le meilleur endroit pour publier. Sachant que LinkedIn c'est encore à part. Mais je te conseille encore une fois de faire tes propres recherches dessus et de voir un peu comment ça fonctionne si c'est ce qui t'intéresse. Pareil, dans la publication, dans la publicité, il faut que tu puisses être organisé. Si tu publies une fois tous les 4 mois, forcément ça ne fonctionnera pas, je pense que je ne t'apprends rien. Il faut que tu puisses être régulier, quitte à publier une fois par semaine. Pareil, je te conseillerais également de alterner entre photos et vidéos. En ce moment on le sait tous, hein, la trend c'est réel, les formats courts de vidéos courtes parce que les gens ont un temps d'attention qui est limité maintenant. Il faut que tu puisses capter en très peu de temps l'attention des gens avec des informations phares, avec un titre putaclic, tout ça. Malheureusement ça fait partie du jeu et j'ai l'impression que si tu joues pas avec, t'auras pas forcément la visibilité que tu mérites, qu'on soit d'accord. Les personnes qui ont là la visibilité, c'est pas forcément qu'ils méritent, je dis pas qu'ils travaillent pas, mais parfois ça se joue sur un coup de chance, alors qu'à l'inverse, les personnes qui ont pas ou peu de visibilité peuvent publier tous les jours sans pour autant avoir de grands résultats. Donc surtout ne te décourage pas et pars pas du principe que ça sert à rien ce que tu fais. Un jour une vidéo, un réel va cartonner, tu comprendras pas pourquoi, mais l'important c'est de ne pas lâcher et de continuer ce que tu fais. Donc essaye quand même de prendre des bonnes photos et d'essayer de les adapter en fonction du réseau social que tu utilises. Par exemple si ton souhait sur LinkedIn c'est d'attirer des professionnels, je te conseillerais de publier des photos qui sont un peu plus qualitatifs, avec une bonne lumière, etc. Si ton souhait avec Instagram c'est de faire un portfolio, essaye de faire des photos qui correspondent à ton univers visuel, à ton identité visuelle. Si tu souhaites faire des photos sur Facebook qui puissent donner envie à des mamans, à des mamies d'acheter pour faire plaisir à leurs petits enfants, etc. Dans ce cas-là, essaye de mettre le produit en avant de manière à ce qu'on le voit utilisé. Je m'explique, si tu vends des bonnets en crochet, porte-le et prends-toi en photo avec pour que la mamie derrière elle puisse se visualiser et se dire oh waouh, ça irait trop bien ma petite fille, t'as compris l'idée. Chaque réseau social a son utilité. Toi, qu'est-ce que tu en fais comme utilité?
visibilité et à qui tu vends ton produit. Pareil du coup sur ta boutique en ligne, il va falloir que tu prennes des photos qui puissent aller sur la boutique en ligne. Essaye de prendre des photos diverses. Une photo avec un mock-up, une photo où tu utilises ton produit si jamais il peut se porter ou s'utiliser, une photo qui le mette vraiment en avant. Essaye de prendre un maximum de photos sur différents points de vue, sur différentes lumières aussi peut-être, pour que la personne elle puisse se rendre un maximum compte du produit que tu vends et comment il est, à quoi il correspond, à quoi il ressemble, etc. Pour continuer, nous allons voir du coup quelle boutique. En effet, quelle boutique dans le sens où aujourd'hui tu as des boutiques en ligne qui se prennent une marge. Moi je suis sur Etsy. Déjà il faut payer au tout début pour ouvrir ta boutique, c'est pas grand chose, je crois que c'est 30 €, quelque chose comme ça, et une fois que t'es payé, après t'es tranquille. Et voilà, quand tu vends des produits, ça se prend quand même une assez grosse marge. À savoir qu'après l'avantage d'Etsy, c'est que si tu vends des fanarts ou des produits que la majorité recherche, des produits qui ne sont pas niches, des produits que tout le monde peut acheter, je pense que ça peut être un avantage. Exemple, une fille veut faire un cadeau d'anniversaire à sa pote, elle sait qu'elle aime bien Harry Potter, elle va cliquer sur internet marque-page Harry Potter, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu en vends et que tu fais des fanarts qui sont dans cette catégorie là, tu sais forcément que du coup ton illustration, ton marque-page va être affiché dans ses recherches. Après, si tu vends, je sais pas moi, des objets créés de tes propres mains, si admettons tu vends une boîte aux lettres de Noël que t'as fait en carton avec du tissu, etc. Là c'est quelque chose peut-être d'un peu plus spécifique, d'un peu plus niche, donc qui sera peut-être moins visible sur Etsy. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une grande utilité à payer et te mettre sur cette boutique en ligne si tu sais d'ores et déjà que ton produit ne va pas être si vu que ça? Je sais que t'as des personnes qui créent leur propre boutique en ligne, après t'as beaucoup de personnes aussi qui parlent de leur propre boutique en ligne. Alors, moi je suis pas vraiment au courant, mais regarde un peu sur internet. Moi j'ai décidé de me mettre sur Etsy parce que j'estime que ce sera la boutique en ligne qui m'irait le mieux. Mais si plus tard t'as envie de créer ta propre boutique en ligne et que c'est mieux pour toi et que t'as déjà une grande visibilité sur les réseaux sociaux et que t'as juste besoin d'une plateforme pour vendre, dans ce cas-là, oui effectivement je te conseillerais peut-être de te tourner vers d'autres boutiques en ligne qui ne prennent pas autant d'argent et qui ne se font pas une aussi grande marge qu'Etsy. T'as aussi des personnes qui vendent sur Patreon. Donc en gros ça fonctionne sous format de don ou comme Ko-fi aussi, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en gros t'achètes mais t'achètes pas directement le produit et après la personne derrière, par exemple t'achètes un abonnement sur Patreon, après t'as du coup, je sais pas moi, l'abonnement premium ça va être une illustration, un sticker et une to-do list personnalisée par mois. Le pack d'en dessous ça va être juste une illustration et le pack basique ça va être une illustration et un sticker, si tu vois ce que je veux dire. Donc voir après ce qui est mieux pour toi. Aussi concernant ce que tu crées toi-même, ce que tu codes toi-même. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà créé leur propre boutique en ligne, mais après il faut aussi faire attention, c'est aux conditions générales de vente. Dans ce cas-là il faut que tu te renseignes. Après il faut payer un professionnel aussi pour vérifier que tout est en ordre et tout est conforme au règlement. Non, parce qu'encore une fois faut que tu fasses attention, faut que tu puisses te protéger toi, mais aussi faut que tu puisses protéger le client un maximum. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Etsy, c'est parce que clairement tout est déjà fait dessus et moi je n'ai pas à m'embêter. Toujours dans la même continuité du coup de l'argent, là on se rapproche au but final, c'est de savoir quel est ton moyen de vente. Donc est-ce que du coup tu passes par une boutique en ligne? Si oui, est-ce que du coup vers où l'argent est redirigé? Est-ce que tu as un compte bancaire professionnel déjà existant? Je te conseillerais vraiment de faire ça en premier parce que le temps d'ouverture de compte bancaire, le temps d'envoyer tous les documents nécessaires pour l'ouverture de ton compte bancaire professionnel, bref tout le temps de recherche, etc., le temps que ta carte bleue arrive, etc., tout ça c'est du temps et c'est du temps que tu peux mettre ailleurs en attendant d'ouvrir ta boutique en ligne. Si jamais tu ouvres pas de boutique en ligne et que tu préfères vendre admettons sur Instagram en fonction de la demande et du besoin, dans ce cas là faut que tu prennes en compte aussi où est-ce que tu vas recevoir ton argent. Est-ce que tu passes du coup par PayPal? Par quoi tu passes pour recevoir de l'argent? Sachant que je te conseillerais peut-être de passer par PayPal, c'est quand même ce qu'il y a de plus sécuritaire et ce qu'il y a de moins pénible à utiliser. Moi j'utilise SumUp et Revolut pour tout ce qui est argent. Donc ouais, autrement faut que tu prennes en considération les frais d'envoi et tous ces éléments là quand tu vends. Et pour finir, tu peux enfin ouvrir ta boutique en ligne. Et après c'est une question d'organisation, tu vois un peu ce que tu mets dessus, tu vois à quelle vitesse tu mets tes produits dessus. Est-ce qu'on est en période des fêtes? Est-ce qu'on est en période de Noël? Est-ce que tu vas vendre des cartes de Noël? Est-ce que tu vas vendre des cartes de Saint-Valentin? Etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si je peux y répondre, évidemment, comme je te l'ai dit, hein, j'ai pas forcément la science infuse, mais je prends plaisir à communiquer les informations que j'ai accumulées jusqu'ici. Et forcément, on fait tous des erreurs et moi je continue d'apprendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'apprends? Oh la vache, qu'est-ce que j'ai dépensé de l'argent? Enfin
bref, en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que toi aussi t'as pris plaisir à regarder cette vidéo. Vous m'avez grave manqué, j'ai trop hâte de faire d'autres formats. Celle-ci change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je préfère faire des petits vlogs, des choses un peu plus confortables et agréables à regarder, sans vraiment se prendre la tête. Mais je pense que c'est aussi important de faire des petites vidéos comme ça, un peu plus explicatives et un peu plus concises et structurées. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'as pensé de ce format de vidéo en commentaire. Pareil, je me tâte aussi du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, à faire une vidéo type organisation, comment organiser sa semaine, son mois, son année. Parce que moi j'ai mes propres techniques et je pense qu'elles peuvent correspondre à des personnes qui comme moi galèrent un petit peu avec l'organisation. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais d'énormes bisous et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!